Coucou les filles, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui nous n'allons pas du tout parler de beauté mais de mon parcours scolaire et professionnel, parce que c'est quelque chose qui m'a souvent été demandé et on m'a demandé récemment de faire une vidéo là-dessus, donc voilà, je la fais parce que ça me fait plaisir de vous la faire. Et comme je savais pas trop ce que vous vouliez savoir, ce que j'ai fait c'est que je vous ai demandé sur Facebook via une photo de me poser vos questions. Et j'ai répertorié les questions, donc je vais y répondre. Mais avant d'y répondre, je vais déjà vous faire... du coup ça m'a donné un peu une idée de ce qui vous intéresse. Du coup je vais vous faire un topo sur les études que j'ai faites et ce que je fais en ce moment. Et ensuite je répondrai à vos questions. Donc il y aura des choses que j'aurais déjà dites, donc je passerai ces questions-là et je répondrai aux questions complémentaires auxquelles j'aurais pas répondu pendant la vidéo. Donc déjà pour commencer, non je n'ai pas changé d'éclairage et non je n'ai pas changé d'appareil photo ou de caméra ou de je ne sais quoi. En fait c'est bien l'éclairage que j'ai acheté récemment et c'est bien l'appareil photo numérique, enfin c'est un réflexe numérique que j'utilise depuis le début de ma chaîne, mais jusqu'à maintenant je filmais contre un mur blanc parce que c'était le seul endroit où j'avais la luminosité avec le Velux et tout qui me permettait de vous filmer des vidéos correctement. Et maintenant que j'ai cet éclairage, je peux me permettre de filmer ailleurs dans l'appartement, voilà, et du coup j'utilisais bien cet objectif qui me permet d'avoir une super jolie profondeur de champ, sauf que je ne la mettais pas à l'exécution puisque derrière moi, comme c'était un fond blanc, pour vous ça changeait rien, le fait qu'il y ait une profondeur, enfin c'était pas particulièrement joli. Après il faut que j'arrive à maîtriser l'éclairage parce que pour le moment je suis pas encore hyper douée. Je crois que cette fois-ci on est bien, mais c'est parce que j'ai demandé de l'aide à mon chéri qui est le propriétaire de cet appareil photo, parce que en fait j'ai pas investi dans un super appareil photo pour mes vidéos, c'est juste que mon chéri est fan de photos et du coup il avait cet appareil là et donc moi je m'en sers. Et donc voilà, parenthèse fermée. Donc si c'est que ça intéresse pas, du coup je vous invite à ne pas regarder cette vidéo, c'est pas très grave. Les vidéos suivantes seront bien sûr sur le thème de la beauté, du bien-être, de la féminité et tous les thèmes que j'aborde sur ma chaîne. Donc pour celles qui débarquent, parce qu'il y en a un certain nombre qui nous ont rejoints très récemment, je suis en dernière année de thèse de doctorat donc à l'université dans le domaine de l'astrophysique et de l'astronomie, et en particulier je fais de la planétologie. Pour celles qui ne connaissent pas du tout le système universitaire, un doctorat c'est le diplôme qu'on obtient à la fin d'un bac+8, donc vous avez le système LMD en France, donc en Europe normalement, mais tout le monde s'y est pas encore mis, mais bon, le LMD, donc licence, master, doctorat, licence en 3 ans après le bac, master en 2 ans après la licence et doctorat en 3 ans après le master, donc ça vous fait en tout un bac+8. Moi je suis en dernière année de doctorat, donc c'est à dire que l'année prochaine, à cette époque-ci, j'aurais terminé et vraiment fini, je ne pourrais plus continuer d'études parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de possible à la fac, il n'y a que dans certains domaines comme les thèses en médecine qui sont assez particulières où on peut poursuivre sur des années de spécialisation, mais en astrophysique ça n'existe pas. À la fin de la thèse de doctorat, donc à la fin des 8 ans, on a fini. Donc j'ai fait une licence de physique à l'université de Lyon. En 3e année de physique, je suis partie en Erasmus à Rome. Donc c'est bien, je vous fais mon CV en même temps, donc comme ça s'il y a des employeurs qui passent par là, vous pouvez prendre des notes. Hein. Ensuite je suis revenue en France et j'ai fait mon M1 à Grenoble, un M1 de physique, où j'ai fait mon stage de M1 aux États-Unis, donc à Hawaï. Donc pour celles qui connaissent pas, parce qu'en fait j'avais beaucoup de gens dans mon entourage qui n'ont toujours pas compris où c'était Hawaï. Il y en a beaucoup qui me disent ah c'était bien Haïti ou ah c'était bien Tahiti. Non non non, Hawaï. Donc Hawaï c'est un état des États-Unis, donc c'est américain. Et c'est un ensemble, c'est une archipel, c'est un ensemble d'îles qui se trouve au beau milieu du Pacifique. Donc si vous regardez un globe terrestre, vous avez le Japon à votre gauche, l'ouest des États-Unis à votre droite. Et bien au milieu à peu près, au milieu du Pacifique, vous avez les îles hawaïennes. Donc c'est là-bas que j'ai fait mon stage qui a duré 4 mois et ensuite je suis rentrée en France et j'ai fait mon M2 à Grenoble encore, j'ai fait un M2 d'astrophysique. Donc voilà, et à la fin de mon M2 d'astrophysique, j'ai fait un stage en région parisienne sur lequel j'ai enchaîné par une thèse dans le domaine de la planétologie, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc mon boulot, mon sujet de thèse si vous voulez, c'est comprendre comment les planètes de notre système solaire se sont formées et par extension les autres planètes des autres systèmes stellaires, parce que oui on connaît des planètes extrasolaires, on connaît des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le soleil,
Donc on commence à en connaître d'ailleurs pas mal. Quand j'ai commencé ma thèse on en connaissait 500, je pense que maintenant on en connaît de l'ordre de 700, peut-être même plus, je sais plus exactement, j'ai perdu le fil, j'ai arrêté de regarder. Donc moi mon but c'est d'essayer de comprendre comment les planètes se sont formées, parce que oui, on ne sait pas comment les planètes se sont formées. On a bien des idées mais on ne sait pas vraiment en détail comment ça marche. Pour faire ça, donc comme dans toutes les sciences, pour comprendre un truc, quand on se pose une question sur un problème, il y a plusieurs phases. Donc première phase c'est observation, deuxième phase c'est vous émettez des hypothèses, et troisième phase c'est vous faites une expérience pour essayer de vérifier cette hypothèse et qui soit en accord avec les observations que vous avez faites. Donc dans des domaines comme la biologie, c'est assez simple, c'est faisable on va dire, c'est-à-dire que si vous voulez comprendre comment marchent les cellules, vous prenez des cellules, vous les observez au microscope ou avec je ne sais quel instrument en laboratoire, vous les observez. Du coup, vous en déduisez, vous pensez avoir compris, vous dites bon, alors j'ai peut-être compris, je pense que ça marche comme ça, donc vous émettez une hypothèse, et vous dites donc si j'ai bien compris, si ça marche bien comme ça, alors si je fais telle expérience, je devrais trouver ça. Et là, vous faites une expérience pour vérifier votre hypothèse. Donc vous pouvez faire l'expérience en laboratoire par exemple. Le problème c'est qu'en astrophysique, je peux pas prendre ma planète, me la ramener, me la foutre dans un laboratoire, me la passer au microscope. Je ne peux pas faire ça. Donc déjà rien que la phase d'observation, qui est la première phase en science, c'est déjà compliqué, même si on y arrive. Donc il y a de plus en plus d'instruments qui sont développés, donc on a des instruments au sol, donc notamment à Hawaï, mais on en a aussi au Chili dans le désert on en a aussi au Chili dans le désert d'Atacama. Et on a des instruments qui sont en orbite autour de la Terre. Donc l'intérêt de mettre les instruments en orbite, c'est qu'on s'affranchit de l'atmosphère terrestre qui est une source lumineuse parasite et qui nous empêche de voir très loin en gros. Et on a aussi des instruments qui sont envoyés donc sur la Lune, sur Mars, mais aussi qui traversent le système solaire, donc comme par exemple les sondes Cassini, qui sont envoyées au fin fond du système solaire et qui nous ramènent des images, des informations, etc. Donc en astrophysique c'est déjà compliqué rien que la première phase. Ensuite, faire des théories et mettre des hypothèses en fonction de ce qu'on a observé, tout le monde peut le faire. Par contre, vérifier ces hypothèses c'est aussi plus compliqué parce que vous pouvez pas vous dire voilà je vais aller en laboratoire et je vais refaire la planète. Vous pouvez pas faire ça. Du coup, ce qui est très couramment utilisé, c'est ce qu'on appelle la simulation numérique. Donc il s'agit de faire une expérience, mais au lieu de la faire en laboratoire, vous la faites sur ordinateur. C'est-à-dire que vous écrivez un code numérique avec toutes les bouts de physique, vous jouez à Dieu en gros, moi j'ai vraiment l'impression de jouer à Dieu. Moi c'est ce que je fais cette phase là, moi je fais de la théorie, en fait moi je fais de la théorie et de la simulation numérique, donc c'est je vérifie, enfin on ne me considère pas comme une expérimentatrice, on me considère comme une théoricienne dans le sens où voilà, je fais de la théorie et j'essaie de la vérifier par le biais des simulations numériques. Et donc en gros ce que je fais c'est que je prends des bouts de la physique, donc je dis voilà je pense que y a tel mécanisme qui rentre en jeu. Je mets tout ça dans mon code, je le fais tourner, et puis je regarde ce que je trouve, et si ce que je trouve ça ressemble à notre système solaire ou ça ressemble à des systèmes stellaires qu'on peut observer, et ben ça me permet de valider ou de non valider certaines hypothèses. Donc en fait la simulation numérique c'est un peu une façon d'expérimenter sans tuer personne et sans rien casser, ça coûte pas trop d'argent donc c'est pas mal. Et il y a plein de domaines des sciences en fait qui utilisent les simulations numériques, même les domaines où en fait l'expérimentation est possible parce qu'il y a plein de choses déjà qui sont... tout n'est pas possible expérimentalement donc c'est pas mal de pouvoir le faire en simulation numérique et puis il y a beaucoup de choses qui sont d'abord faites en simulation numérique pour vérifier la pertinence avant de le faire en laboratoire, d'autant plus si ça met en jeu des choses qui coûtent cher ou qui sont difficilement réalisables ou qui prennent du temps, etc. Donc souvent la simulation numérique est pas mal utilisée pour ça. Moi ce que je fais, c'est que j'essaie de comprendre comment notre système solaire s'est formé à l'aide de simulations numériques. Pour vérifier mes hypothèses, donc pour vérifier si ce que je trouve est juste ou pas, je me sers d'observations et les observations dont je me sers, c'est des observations d'autres systèmes stellaires, mais aussi de notre système solaire. Et je me sers en particulier des météorites. Donc les météorites, ce sont des objets qu'on ramasse sur Terre, c'est des objets qui proviennent de l'espace et qu'on ramasse sur Terre. Et en fait, c'est des cailloux en gros, et ces cailloux, ils nous proviennent principalement de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Donc je sais pas si vous connaissez, mais entre Mars et Jupiter, il y a une ceinture d'objets kilométriques, assez gros, mais qui sont finalement petits par rapport aux planètes, qui sont en orbite, et ces objets, ils ont un peu toutes les formes. Et on pense qu'ils sont peut-être issus d'une planète qui s'est pas formée. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en les datant, donc si certains de ces objets s'échappent de leurs orbites et tombent sur Terre, ça fait des météorites, et ben quand on analyse les météorites, on s'aperçoit qu'en fait elles sont très très vieilles et qu'elles datent du début de la formation du système solaire. Donc en les analysant bien précisément, ça nous permet de trouver des informations sur les conditions de formation de notre système solaire.
Donc moi je me sers des analyses qui ont été faites, donc moi je ne fais pas personnellement les analyses en laboratoire sur les météorites, il y a des gens qui font ça, qui analysent les météorites, et donc moi je me sers des résultats qu'ils trouvent pour essayer de contraindre mes modèles de formation de planètes, mes modèles numériques. Et pour information, les météorites, en fait, il y en a plusieurs tonnes qui tombent par an, donc on a énormément de matériaux. Je sais que la plupart des gens pensent que les météorites c'est des phénomènes assez rares et que en fait c'est rare qu'on en entende parler parce que globalement ils se désagrègent dans l'atmosphère, donc en fait on ramasse des petits bouts quoi, on en trouve plusieurs tonnes mais sous forme de petits fragments. Mais en fait c'est rare qu'on en entende vraiment parler et qu'il y en ait vraiment une grosse dont on se rappelle qui nous tombe dessus quoi. Et à la fin de ma thèse j'aurai un diplôme et en attendant donc j'ai un espèce de double statut, donc je suis étudiante sur le papier mais en pratique je suis chercheur. Puisque je mène ma recherche, mais bien sûr je suis aidée par mes chefs et par d'autres personnes de l'équipe, parce que moi j'apprends mon métier en fait, je suis en forme c'est un espèce d'apprentissage on va dire. On peut, quand on est doctorant, on peut donner des cours à la fac en plus de son métier de chercheur, donc pour lequel je suis payée, donc j'ai le double statut, hein, je suis étudiante mais je suis aussi payée pour ma recherche, donc j'ai un salaire normal de chercheur débutant, et on peut en plus décider d'enseigner à l'université. Donc ça c'est pas du tout obligatoire. Après à Paris c'est quasiment automatique si vous le demandez, vu qu'il y a beaucoup d'universités, beaucoup de demandes, vous êtes quasiment sûr de pouvoir enseigner. Après il y a des endroits en France où c'est pas forcément automatique. Après tout ce que je dis là c'est ce que moi je connais, donc c'est pour les sciences et même plus c'est vraiment pour la physique, parce que je sais pas si c'est applicable aux autres domaines de la recherche. Donc moi je fais ça à l'université, donc j'enseigne la physique aux premières années de médecine à l'université, en plus de ma thèse. Et je trouve ça très intéressant, j'aime beaucoup ce que je fais. Après c'est un peu répétitif quand même, ça va que ça dure, moi j'enseigne juste la première partie du premier semestre, donc j'enseigne en ce moment jusqu'à à peu près mi-novembre, donc c'est assez dense, mais je fais 4 TD par semaine, donc 4 TD de 2 heures par semaine, donc voilà. Ensuite vous allez sûrement me demander, mais c'est pour faire quel métier? C'est clairement une formation qui prépare au métier de chercheur. C'est-à-dire qu'à la fin de ma thèse, dans un an normalement, parce que mon contrat se termine le 1er octobre 2014, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai soutenu ma thèse avant le 1er octobre 2014. Au moment où je soutiendrai ma thèse, j'aurai le diplôme de docteur en astrophysique, donc c'est-à-dire que je serai officiellement astrophysicienne au chômage, mais astrophysicienne. Et donc pour ça, il faudra, enfin pour exercer ce métier, en gros, il faut trouver un boulot à la fac, donc ou au CNRS ou à l'université, donc pour la recherche en France. Et dans notre métier à nous, dans l'astronomie, il y a en plus le corps des astronomes, qui est un 3e corps. Donc le CNRS, vous êtes d'abord chargé de recherche et ensuite vous êtes directeur de recherche, enfin, quand vous montez en grade, et à l'université vous êtes d'abord maître de conférence et ensuite quand vous montez en grade vous devenez professeur des universités. Donc ça c'est vrai dans tous les domaines de la recherche. Et donc tous les profs que vous avez à la fac, si vous êtes à la fac en France, ce sont généralement ou des maîtres de conférences, ou des chargés de recherche, ou des directeurs de recherche, ou des professeurs des universités. C'est un de ces 4 statuts-là. Et en astronomie, on a aussi le corps des astronomes, où on est astronome adjoint, puis astronome dans les échelons, donc ça revient un peu au même, c'est juste 3 domaines où ils embauchent en France dans la recherche publique, et voilà. Donc pour avoir un poste, il faut pour avoir un poste, c'est un système de concours. Que ce soit à l'université ou au CNRS. Dans le corps des astronomes c'est un peu particulier, mais de toute façon je ne vais pas trop en parler parce que d'une part je connais pas bien et d'autre part ça concerne vraiment que les astronomes, donc c'est pas forcément très intéressant pour vous. Mais donc que ce soit CNRS ou université, il faut passer un concours d'entrée, donc pour avoir le poste, un peu comme pour avoir un poste de professeur au lycée, au collège, il faut passer un concours. Donc là c'est un peu ça, sauf que le nombre de postes est très petit, et encore dans mon domaine j'ai relativement de la chance, parce qu'il y a des postes, je sais qu'il y a des domaines comme les sciences humaines où il n'y a pas de poste du tout en France. Nous il n'y en a pas beaucoup mais il y en a, donc c'est genre cette année, enfin l'année dernière, c'était 4 postes sur toute la France pour toute l'astrophysique au CNRS. Et sachant que ça englobe tous les domaines de l'astrophysique, donc c'est genre gigantesque, et il y avait à peu près 200 candidats, sachant que tous ces candidats sont tous plus brillants les uns que les autres, hein, ils sont tous docteurs en astrophysique et ils ont tous des CV longs comme le bras, et c'est assez flippant. Donc pour avoir un poste concrètement, donc pour passer le concours il faut juste avoir un doctorat, sauf qu'en pratique ceux qui ont le poste c'est des gens qui ont à peu près 4-5 ans d'expérience après le doctorat et qui ont fait donc 4-5 ans de ce qu'on appelle des post-docs, pour post-doctorat en fait, qui sont des contrats à durée déterminée
que vous faites après votre doctorat. Donc vous allez dans une équipe de recherche et vous travaillez sur un sujet bien précis. Donc un chercheur par exemple mène sa recherche et il a besoin d'aide pour faire tel truc, et ben, il va proposer un projet de 2 ans pour un postdoc et il prend quelqu'un en CDD pour faire ça avec lui. Donc c'est pas vous qui décidez de votre recherche, même si après souvent vous êtes un peu libre, enfin bon, ça dépend du chercheur avec qui vous travaillez, mais voilà. Et il faut voir que les gens qui ont des postes, ce sont globalement des gens qui ont fait des postdocs à l'étranger. Donc il n'est pas nécessaire, c'est écrit nulle part, mais en pratique on le sait, ça se sait par le bouche à oreille, il est quasiment indispensable de faire au moins 2 ans à l'étranger en postdoc. Donc ça compte pas pendant, même si vous avez fait des années à l'étranger pendant vos études, c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est d'avoir intégré une équipe de recherche. Donc ça veut dire faire un postdoc d'au moins 2 ans à l'étranger. Et dans mon cas, vu mon domaine, si je devais faire un postdoc, ce sera certainement aux États-Unis, parce que c'est là-bas que sont les équipes qui travaillent sur ce que je fais. Donc voilà un peu pour vous dire ce que je fais, ce qui risque de m'arriver dans 1 an et en quoi consiste mon travail. Donc je sais pas si c'est complet, j'ai essayé d'être assez concise. Donc je vais passer en revue les questions que vous m'avez posées maintenant. Vous verrez qu'il y a des choses que j'ai déjà dites, mais il y a aussi des choses intéressantes qui m'ont été posées autres que j'ai pas mentionnées là, donc c'est pour ça que je vais le faire. Donc la première question était: je ne connais pas ce métier, c'est quoi exactement s'il te plaît? Donc je viens de l'expliquer. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette voie? Donc ce qui m'a poussé à faire ça, donc aussi loin que je me souvienne, le premier souvenir que j'ai où j'avais envie de faire ça, c'était quand j'avais 7-8 ans, mon beau-père de l'époque, donc l'ami de ma mère à ce moment-là, m'avait emmené, il était lui astronome amateur, et il m'avait emmené dans un club d'astronomie où il était, et j'avais observé le ciel avec lui. Donc il ne faut pas confondre astronomie et astrophysique, même si on peut dire astronome lorsqu'il s'agit d'un professionnel. Par contre on ne peut pas dire astrophysicien quand il s'agit d'un amateur. Donc je m'explique. Vous avez les astronomes amateurs qui sont des gens, des amateurs, des gens qui sont passionnés de l'astronomie, qui passionnés des astres, qui souvent connaissent beaucoup de choses, ont lu beaucoup de bouquins, lisent des magazines, etc. Et qui généralement font partie de clubs d'astronomie où ils vont, leur hobby c'est d'observer le ciel, ils connaissent très bien la carte du ciel, ils savent très bien se repérer. Et ils observent le ciel, et généralement ils ont des bonnes connaissances en optique aussi, puisqu'ils ont souvent un télescope ou une lunette astronomique, donc ils connaissent bien l'optique, etc. Donc ça ce sont les astronomes amateurs. Et après vous avez les astronomes professionnels, qui peuvent aussi être astronomes amateurs, mais qui sont des gens dont c'est le métier de comprendre comment se déplacent les astres et comment ils se sont formés. Et donc ce sont des scientifiques en fait. Donc ce sont des gens qui sont pas forcément des astronomes amateurs, ils sont peut-être très nuls à se repérer dans le ciel, et ils sont peut-être très nuls à régler un télescope. Parce que leur boulot c'est de faire je ne sais pas quelle application en laboratoire ou comme moi sur un ordinateur. Qu'est-ce qui m'a poussée dans cette voie? C'est que mon beau-père était astronome amateur et un jour il m'a emmenée dans son club d'astronomie et j'ai trouvé ça génial. J'avais genre 7-8 ans et je n'avais pas conscience en fait du ciel et des astres et tout. Et donc ça m'a beaucoup intéressée, et à partir de là c'est devenu une espèce de lubie. Genre mes oncles et tantes ont commencé à m'offrir des bouquins là-dessus, ma mère a fini par m'acheter une lunette astronomique, enfin ce genre de choses. Et c'était un peu, ça aurait pu être une passade comme beaucoup de trucs, comme je sais pas, comme des petites filles qui sont d'un seul coup passionnées par les chevaux ou les dauphins, ou des petits garçons par les dinosaures et les cailloux. Moi c'était l'astronomie, mais ça aurait pu me passer. Ça m'est d'ailleurs un peu passé pendant un certain temps et après ça m'est revenu. Ah oui, et après donc que j'ai vraiment envisagé de faire ce métier, c'est un peu plus tard. Donc en 5e on commence la physique au collège. Et en fait, donc j'avais toujours cette lubie de l'astronomie, et ma copine de classe de l'époque, qui s'appelait Bérénice, que j'ai encore, à qui je reparle de temps en temps sur Facebook, mais rarement, donc j'ai mal pèse par là, ben, peut-être qu'elle se rappellera. Quand on était au collège ensemble, on a eu donc les premiers cours de physique, et moi j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé ça génial qu'on puisse expliquer tout ce qui nous entoure, donc pourquoi les objets bougent, pourquoi ils tombent, comment ça marche et tout, j'ai trouvé ça vraiment absolument génial. Et du coup, comme elle savait que j'étais un peu passionnée d'astronomie entre guillemets, je m'intéressais à ça, elle m'a dit mais t'as qu'à faire astrophysicienne. Et moi j'avais absolument aucune idée de ce que ça voulait dire, astrophysicienne, donc j'ai commencé à réfléchir, à chercher un peu. J'avoue que j'avais pas trop compris ce que ça voulait dire à ce moment-là, mais bon, je suis allée voir mon prof de physique et je lui ai demandé, je lui ai dit mais monsieur, comment on fait pour faire astrophysicienne? Et je me souviens qu'il m'a regardé avec des grands yeux, genre oula, et il m'a dit ben il faut avoir son brevet. Et dans le fond il avait raison. Et bon, je suis rentrée chez moi un peu, bon d'accord, ok, il faut que j'ai mon brevet. D'ailleurs je l'ai pas revu ce prof, je pense que ça lui ferait plaisir, enfin je sais pas s'il se rappelle de moi, mais ça vaudrait peut-être le coup que j'aille le voir et que je lui dise que maintenant je suis en thèse d'astrophysique, ça pourrait être sympa. Comment et à quel âge t'es venue ta passion? Donc ça j'ai répondu. Quel serait ton métier de rêve? Donc mon métier de rêve,
Je sais pas si c'est chercheur en astrophysique, sincèrement j'en sais rien. Mais en gros mon métier de rêve ça serait un boulot où j'ai du temps libre, où je peux faire mon truc tout seul, c'est pour ça que j'aime bien la recherche. Où je suis assez indépendante, où je fais un truc où je peux pas m'ennuyer, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire. Où ça change tout le temps, parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie extrêmement vite, j'ai toujours besoin de nouveautés, de challenge, et c'est aussi pour ça que j'ai fait un peu ces études, et c'est certainement aussi pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, même si c'était pas forcément conscient, mais c'est que voilà, c'était l'histoire de faire quelque chose de nouveau, qui change, et qui me prenne du temps, et qui soit un challenge en même temps. Peut-être, ouais, si ça pouvait me faire gagner ma vie correctement, ça serait pas mal, parce que bon, la recherche c'est pas hyper bien payé, même si après, quand on monte en échelon, ça va mieux, mais au début c'est quand même pas... Pour un bac +8, c'est quand même pas hyper bien payé. Que fais-tu si tu ne peux pas faire ce que tu souhaites? Ah bah ça c'est la question à 100 000 €. Je sais pas bien en fait, parce que comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, pour pouvoir prétendre à un poste en recherche, il faut pour bien faire, si je veux mettre toutes les chances de mon côté, il faudrait que je parte à l'étranger pendant 2 ou 3 ans. Et encore, ça me garantirait pas d'avoir un poste en revenant, hein, soyons clairs, il n'y a aucune garantie. Et même en revenant, il faudrait encore que je fasse un postdoc certainement de 2 ans après mon retour. Et j'ai 27 ans, là au mois de novembre, j'aurai 28 ans quand je soutiendrai ma thèse, ça veut dire que je suis sûre de ne pas avoir un poste avant 32 ans, si je veux faire de la recherche. Et je suis sûre de passer au moins 2 ans à l'étranger sans mon chéri, parce que mon chéri a un CDI dans un domaine qui lui plaît, et ce serait pas forcément très raisonnable qu'il le quitte pour me suivre dans un domaine où moi je suis pas sûre de rester, où je suis pas sûre d'avoir un jour un poste. Donc j'avoue que c'est un choix un peu cornélien, parce qu'on arrive aussi à un âge où voilà, faut pas non plus qu'on tarde trop si on a envie de s'installer et puis de faire notre vie quoi, tout simplement. Puis on en a marre aussi, hein. Faut dire que les études, enfin 8 ans c'est quand même long. Vous voyez la nuit tombée, c'est très sympa. Vous allez bientôt pu voir les feuilles des arbres qui sont dehors. Donc oui, ça va être vraiment un choix assez difficile qu'il va falloir que je prenne cette année, et donc voilà. Donc si je fais pas de la recherche, qu'est-ce que je fais à la place? Et bien en fait, comme j'en discutais il y a pas très longtemps avec un copain qui vient de soutenir sa thèse, donc qui lui est docteur à l'heure où je vous parle, qui lui a décidé d'arrêter la recherche, et il me disait qu'en fait, enfin on disait tous les deux, qu'en fait si nous on est là, c'est que finalement tout s'est plutôt bien passé pour nous dans les études, sinon on serait pas là, c'est-à-dire qu'on a eu notre licence sans trop de problème, master, enfin sans trop de problème, on a tous bossé, hein, mais on a eu notre licence, notre master, notre doctorat, donc tout s'est plutôt bien passé pour nous. Et jusqu'à là, on n'a pas eu trop de choix difficiles à faire, ou du moins les choix qu'on faisait ne faisaient que nous ouvrir des portes et ne nous en fermer pas. Alors que maintenant, il va falloir faire un vrai choix qui va nous fermer des portes, et qu'il va falloir se décider. Et en fait, c'est super dur parce que finalement, on a en face de nous un espèce de grand boulevard où on peut faire énormément de choses et rien à la fois, c'est un peu bizarre. Et du coup, on est un peu perdu, et nos proches souvent ne comprennent pas trop. Les parents généralement sont dépassés parce que bon, la plupart de nos parents n'ont pas fait les mêmes études que nous. Et du coup ils sont un peu dépassés par le truc, et ils nous disent des trucs du genre oh, de toute façon je m'inquiète pas pour toi, t'es doué, t'es intelligent, etc. Mais donc ce qu'il faut voir c'est que évidemment si je vais dans l'industrie, si j'arrête la recherche publique, ou même la recherche tout court, ce qui va intéresser les gens, c'est pas le fait que je sois spécialiste des météorites bidules dans les types de planètes machin, ça il s'en foutra. Par contre ce qui va l'intéresser c'est éventuellement les techniques que j'ai pu apprendre et développer pendant ma thèse, donc le fait que je sois du coup pas mal douée en informatique, que j'ai quand même pas mal de compétences dans ce domaine-là, puisque j'ai fait la simulation numérique dans mon cas, donc quelqu'un qui aura fait des trucs en laboratoire ce sera d'autres compétences, mais donc j'ai acquis un certain nombre de compétences. J'ai acquis aussi l'anglais, parce que bon, quand on part en conférence et qu'on écrit des articles scientifiques en anglais, on finit forcément par être plus ou moins bilingue, même si je me considère pas comme bilingue, je me considère plus comme... je parle couramment, je pense, et je lis couramment, mais je suis pas bilingue. C'est-à-dire que pour moi, bilingue, c'est comme votre langue maternelle. Et là, moi, c'est pas le cas, même si je parle et j'écris couramment l'anglais. Donc c'est ça qui va intéresser les entreprises, et ce qui va les intéresser aussi, c'est le fait, tout simplement, d'être docteur, c'est-à-dire d'avoir un parcours universitaire et d'avoir un doctorat. Parce que les docteurs sont des gens qui sont indépendants et qui sont capables de chercher tout seuls sur un domaine, de s'informer et de mener un projet à bien. Genre moi, au début de ma thèse, on m'a posé une question, on m'a dit voilà, t'as 3 ans, démerde-toi quoi. Donc faut quand même avoir un certain caractère, un certain savoir-faire et une certaine organisation pour être capable de mener son projet à bien. Et ça intéresse les entreprises, des profils comme les nôtres. Ils savent que des gens comme nous, on est suffisamment intelligents entre guillemets, parce qu'on a suffisamment fait d'études pour être pas trop cons normalement, et ils savent qu'ils peuvent nous balancer sur un sujet nouveau et qu'on saura s'adapter et qu'on apprendra et qu'on ira chercher l'information là où il faut, qu'on n'est pas des assistés en gros. Et ça intéresse beaucoup les entreprises.
Le truc c'est qu'on peut faire des trucs tellement différents que je peux pas vous dire dans quoi je peux me mettre puisque j'en sais rien en fait. Si tu devais t'orienter, tu partirais dans quel domaine? Donc je ne sais pas si ça veut dire maintenant, genre si je devais... Parce que maintenant, enfin je considère mes études comme finies entre guillemets. Enfin, j'ai pas fini vraiment parce que mon doctorat je l'ai pas encore, mais disons que c'est pas maintenant que je vais me réorienter quoi. Je veux dire, j'ai bac plus 7, bon c'est un peu trop tard, puis c'est quand même 2 ans que je travaille dans le domaine de la recherche, donc bon voilà. Mais je prends plutôt la question, genre si je devais me reconvertir plutôt, c'est ce que je vous disais, donc ça dépendrait des entreprises et de des possibilités qui se présenteraient. Si maintenant je devais dire qu'est-ce que j'aurais pu faire, enfin si je devais recommencer, quel autre choix j'aurais pu faire qui m'aurait aussi plu, je répondrais la nutrition. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'envisageais d'ailleurs quand j'étais au lycée, je pensais vraiment pas faire d'astrophysique, l'idée m'était un peu passée parce que je trouvais que c'était trop dur, puis il n'y avait pas de boulot, puis j'étais pas sûre de vouloir faire ça en fait. Et du coup en fait j'avais décidé que je ferais de la nutrition, et puis finalement comme j'avais déjà redoublé le lycée, parce que j'ai redoublé ma première S au lycée, du coup mes copains étaient une année avant moi, ils étaient tous dans les études supérieures, et en fait j'en avais vraiment marre du lycée. Je me sentais trop vieille, j'avais envie d'indépendance quoi, et j'en avais marre du lycée, et du coup j'ai pas fait de BTS parce que je me suis dit que je voulais pas rester encore 2 ans au lycée, c'est vraiment le truc, je pouvais pas, donc je suis partie en bio, spécialité géologie à la fac, en me disant que bah voilà, si je voulais faire un BTS diététique c'était toujours possible après de la biologie, ou une licence dans la diététique, j'avais vu qu'il y avait des licences et tout, professionnelles, donc je m'étais dit au pire je ferais ça, et je m'étais dit en même temps je me ferme pas les portes parce que il y a la géologie, la planétologie, je pourrais toujours retourner vers les planètes. Finalement c'était pas une bonne idée, quand à la fin de mon année de bio je me suis aperçue qu'en fait j'avais validé mon année grâce à l'anglais, les maths et la physique, et certainement pas grâce à la bio, je me suis dit il va peut-être falloir envisager une réorientation. Du coup je me suis réorientée en physique et j'ai fait mon parcours que je vous ai raconté tout à l'heure. Mais bon, c'était pas une année inutile, puisque c'est l'année où j'ai rencontré Jacques, qui lui est géologue, et je suis encore avec lui. Donc c'était pas une année complètement inutile on va dire. As-tu déjà eu des doutes concernant tes études et ton futur métier? Oui, complètement. Des doutes tout le temps. J'en ai eu tout au long de la scolarité, j'en ai encore aujourd'hui. En ce moment, c'est vraiment le bordel dans ma tête. Tous les jours, je me demande si je veux continuer la recherche ou si je veux l'arrêter. Il y a des jours où je trouve que la recherche c'est génial, que c'est ce que je veux faire pendant toute ma vie. Puis il y a des jours où j'en ai marre, où je me dis mais pourquoi je me prends la tête sur ce truc-là? Personne s'en fout, même moi j'en ai rien à foutre de savoir si là, le type de météorite bidule, gna gna gna. Donc oui, j'ai tout le temps des doutes et je pense que j'en aurai tout le temps, quels que soient les choix que je ferai pour la suite. Et c'est normal, je pense, quel que soit votre domaine d'études, d'avoir des doutes pendant votre scolarité, d'avoir des doutes même une fois fini en fait. Je pense que on a tous plus ou moins des doutes à un moment donné, même quand c'est une passion et que ça paraissait évident, que le choix paraissait évident. Moi je me suis pas trop posé la question quand même tout au long des études, hein, j'ai toujours continué. Je me suis dit bon bah je peux, bah je continue. Puis aussi j'avais un peu envie de me prouver quoi, que j'étais capable, enfin c'est un peu bizarre, mais les gens souvent disent que l'astro c'est dur, et du coup je me suis dit ok je vais faire ça parce que c'est dur quoi. Il y avait un peu ça, il y avait un peu le côté challenge, ça me plaisait évidemment, mais le fait que ça soit dur et qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent le faire et pas beaucoup d'élus, beaucoup d'appelés et pas beaucoup d'élus comme on dit, ça me plaisait aussi cet aspect là. Qui t'a donné envie de te lancer là-dedans ou quoi? Bah ça j'ai un peu répondu tout à l'heure, donc mon beau-père. Quel pays as-tu visité grâce à ce métier? Alors, principalement les États-Unis, donc si je compte aussi les études, je suis partie donc à Rome en Erasmus, après je suis partie à Hawaï, donc aux États-Unis. Ça c'est pendant les études. Après, ouais, quand j'ai cherché une thèse, je suis partie en Allemagne une journée, je sais pas trop si ça compte. J'ai vu Heidelberg une journée. Ensuite, depuis le début de ma thèse, j'ai fait Reno dans le Nevada. J'ai fait j'ai eu une conférence internationale de planétologie, la première année où j'ai commencé. La conférence internationale de planétologie se trouvait à Nantes, en France. Donc j'y suis allée, mais disons que c'était pas hyper exotique, sachant que les autres années c'était genre à Taïwan ou je sais pas où, au fin fond de pays hyper top, et cette année c'était en France. Mais bon, j'y suis allée quand même, c'était super bien. Puis du coup je connaissais pas Nantes, c'est une super ville, je connaissais pas. Donc j'ai fait, je disais, Reno, donc dans le Nevada, aux États-Unis. Ensuite j'ai fait Los Angeles, donc en Californie, toujours aux États-Unis. Ensuite, là j'ai fait au mois de mars Houston, au Texas, toujours aux États-Unis. Ensuite j'ai fait Springfield, qui est quelque part entre Boston et New York. Je sais plus dans quel état c'est, je sais pas si c'est pas dans l'état de Boston, je sais plus. Donc Springfield, c'est pas le Springfield
des Simpsons. Enfin en fait le Springfield des Simpsons n'existe pas. C'est-à-dire que tous les Springfield, enfin il y a des Springfield dans à peu près tous les états des États-Unis et Springfield c'est un nom assez générique, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pris ce nom là dans les Simpsons. Et la ville de Springfield dans les Simpsons c'est une ville qui a une frontière avec tous les états des États-Unis, donc c'est une ville qui n'existe pas quoi. Bref, je dis juste ça, parenthèse fermée. Voilà, et puis ben là au mois de décembre je retourne en conférence et je vais aller de nouveau à Hawaï. Voilà, et je ne pense pas faire de conférence, enfin peut-être j'en ferai une de nouveau à Houston au mois de mars, mais c'est pas certain. Mais c'est pas dit que j'en fasse d'autres après parce que après il faudra que j'écrive ma thèse, et pour vous donner un ordre d'idée, en France, dans mon domaine, je sais que ça change beaucoup d'un domaine à un autre, mais dans mon domaine, les thèses c'est environ 200 à 300 pages. Et en gros ça prend plusieurs mois à écrire, les gens se mettent à écrire leur thèse au mois d'avril, mai, ils la rendent en juillet et ils soutiennent en septembre. Donc soutenir sa thèse ça veut dire présenter son résultat de thèse devant un jury qui décide oui je vous accorde le diplôme de docteur ou non je vous accorde pas le diplôme de docteur. Donc c'est un moment assez émouvant où toute votre famille est là et en gros vous finissez toutes vos études et voilà c'est génial et c'est la fin, et à la fin vous êtes docteur d'astrophysique et c'est cool, vous buvez un coup de champagne et voilà. Donc avril, mai, juin je vais être en rédaction, donc c'est le moment où on pleure, c'est le moment où on compare souvent ça à un accouchement, la rédaction de sa thèse. Donc ce sera un moment où d'ailleurs je pense que ça va s'en ressentir sur ma chaîne. Donc je pense qu'au mieux je fais encore une conf au mois de mars, et encore c'est pas dit que je la fasse, mais je pense pas que je ferai d'autres conférences après quoi. Parce qu'après je soutiendrai ma thèse, puis après j'aurai fini, puis après soit je pars en postdoc, soit j'arrête. Astrophysique, mais qu'apprends-tu? Que sais-tu exactement? En quoi consistent tes recherches? Que cherches-tu à mieux connaître, comprendre? Donc ça je l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, donc je vais pas le répéter. Les études sont longues je suppose, combien de temps? Donc ça je l'ai dit aussi, c'est 8 ans en tout. Ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Eh bien ça dépend si tu comptes depuis le début que je fais la physique, auquel cas bah, c'est depuis 8 ans, enfin 7 ans, ou si tu comptes que je fais de la recherche, et dans ce cas c'est depuis mon stage de M2, donc ça fait à peu près 2 ans et demi. Tu voudrais faire quoi après cela et pourquoi cette voie-là? Donc qu'est-ce que je veux faire après cela? Bah je l'ai dit, je sais pas exactement si je veux faire de la recherche ou si je veux arrêter. Pour différentes raisons, des raisons personnelles, mais aussi le métier en lui-même qui est quand même assez compétitif et assez difficile. C'est difficile d'avoir un poste, mais une fois qu'on a un poste, c'est difficile d'être un bon chercheur. Il y a énormément de compétition, énormément de pression, et c'est un boulot où on compte pas ses heures, c'est un boulot où on n'a pas de week-end, donc c'est vrai que ça fait un peu hésiter, même si c'est un boulot qui est passionnant et où on voyage beaucoup. Enfin, on voyage beaucoup si on a des résultats à présenter en conférence, parce que si notre recherche n'avance pas, on voyage pas, et on n'a pas de financement, et c'est un peu la débandade. Et pourquoi j'ai fait cette voie là? Par passion et aussi parce que je voulais faire un truc qui était difficile et pas commun, par challenge aussi, voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de challenge. Alors en vulgarisant, qu'est-ce que l'astrophysique? Donc je l'ai un petit peu dit, bah, c'est la physique des astres, donc comment se déplacent les astres et comment ils se sont formés, comprendre un peu ce qui nous entoure. Quel genre d'élève étais-tu au lycée? Je connaissais une fille qui voulait étudier ce domaine et elle n'a jamais réussi finalement. Donc quel genre d'élève j'étais au lycée? Ben j'étais pas forcément une super bonne élève, hein. Comme j'ai dit j'avais genre 11 de moyenne, un peu toute ma scolarité. Et j'ai même redoublé ma première S parce que j'étais un peu juste. Et j'ai eu mon bac avec mention A bien, donc bien mais pas top. Et la fac c'était pareil, j'ai eu pas mal d'examens que j'ai eu avec des rattrapages. Et j'ai eu en gros 12 toute ma scolarité plus ou moins, je tourne autour de ces zones-là. Et oui, les gens qui veulent faire ça, j'en ai croisé aussi beaucoup dans ma scolarité. D'ailleurs, quand j'étais en licence, même si j'avais envie de faire ça, même si je savais déjà que je voulais faire un doctorat quasiment depuis le début en fait, même si je le disais pas en fait, parce que j'avais un peu peur qu'on me dise ah oui d'accord tu veux faire un doctorat, c'est ça, genre tu vas y arriver quoi. Donc j'avais pas envie d'avoir ce regard là dans la tête des gens. Et puis je voulais pas avoir l'air prétentieuse non plus, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu gênée, j'aime pas qu'on pense que je suis prétentieuse. Du coup je disais rien, même si moi je crois fort en moi et j'estime que c'est pas de la prétention, je crois vraiment en moi et je sais que je peux y arriver. Et du coup j'avais pas forcément envie de me prendre de réflexion, donc je disais rien. Et puis à l'époque je disais bon bah je fais une licence physique parce que je vais être prof de physique chimie. Et même si au fond de moi, enfin je disais ouais j'aimerais bien faire l'astrophysique, mais bon sinon comme le métier de prof m'intéresse, ben, du coup je fais licence de physique chimie. Une fois que je suis arrivée à la fin de la licence, la question s'est posée, mais en fait pas trop, parce qu'il était question que pour les concours il fallait avoir un master maintenant. Maintenant d'ailleurs c'est le cas. Du coup je me suis dit ok bah je continue, et puis plus on continue, plus le rêve approche et on se dit ouais en fait c'est possible quoi, il faut juste que je m'en donne la peine. Puis des gens qui voulaient faire ça, j'en ai rencontré plein, j'ai très souvent quand je dis ce que je fais, des gens qui me disent ah mais tu sais moi c'est ce que je voulais faire quand j'étais petit, ou ah tu sais c'est ce que je voulais faire quand j'étais au lycée. Tu veux faire ça depuis quand? Donc ça je l'ai dit. Et quel est ton parcours exact? Je l'ai dit aussi, j'ai un peu raconté tout mon CV.
Voilà, et depuis quand je veux faire ça, si tu veux dire depuis quand je veux faire une thèse en astrophysique, je veux le faire quasiment depuis le début en fait, hein, depuis la première année de fac. Même si en première année de fac j'étais pas sûre et je me donnais le droit de changer d'avis, au fond j'avais envie de le faire depuis le début quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que j'ai couvert un peu le truc. D'ailleurs il fait nuit dehors, ça y est. Voilà, cette vidéo était un peu longue, j'espère qu'elle ne sera pas trop quand même, que je vous ai pas trop barbé. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Si j'ai la réponse, parce que j'aurai peut-être pas la réponse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera sur le terme de la beauté cette fois-ci, je vous l'assure. Et voilà, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, à la prochaine fois. Et en attendant, prenez soin de vous les filles.